Commencer avec ces propos liminaires et comme nous avons l'habitude de le faire, il y aura 2 séries de questions. Donc, monsieur le procureur, je vous laisse la parole. Vous pouvez Merci, commencer. madame. Mesdames et messieurs les journalistes, le 20 septembre 2020, certains responsables de partis et groupements politiques de l'opposition ont lancé un appel à la désobéissance civile. Cet appel à la désobéissance civile s'est traduit par la Commission dans plusieurs localités du pays d'actes constitutifs des infractions pénales ci-après. Actes de terrorisme, meurtre, coups et blessures volontaires, diffusion de nouvelles fausses, incendie de moyens de transport public de personnes, destruction par incendie de véhicules appartenant à autrui, vol et destruction de matériel électoral, apologie des crimes de meurtre, pillage et incendie, destruction d'édifices, troubles à l'ordre public, entrave à la liberté de circuler par la pose de barricades de toute nature sur la voie publique. La désobéissance civile s'est également traduite par un appel au boycott actif de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 à l'initiative de ces mêmes partis et groupements politiques de l'opposition. Ce boycott actif a entraîné la Commission, par les partisans de ces partis et groupements politiques, de nombreux actes d'une particulière gravité, notamment l'empêchement du vote, des meurtres, des coups et blessures volontaires, des incendies volontaires, des destructions d'édifices et de biens, des entraves à la libre circulation des biens et des personnes, des incitations à la haine et à la violence, des diffusions de nouvelles fausses dans le but de créer des affrontements intercommunautaires, etc. Le procureur de la République s'incline devant la mémoire des personnes décédées. Il adresse ses sincères condoléances aux familles de ces personnes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le lundi 2 novembre 2020, M. Pascal Affi-N'Guessan, s'exprimant au nom de ses partis et groupements politiques, a fait l'annonce de la mise en place d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition. Cet organe, selon ses initiateurs, devait se substituer aux institutions en place. Les instigateurs de cet organe ont même annoncé la formation d'un gouvernement de transition. À l'analyse, tous les actes perpétrés et commandités par les promoteurs de cet organe avaient pour finalité d'attenter à l'autorité de l'État afin de parvenir au renversement des institutions de la République. Ces actes sont constitutifs d'attentats et de complots contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Le 30 octobre 2020, j'ai saisi le doyen des juges d'instruction en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour les faits d'actes de terrorisme, attentats et complots contre l'autorité de l'État, meurtres, vol et vol en réunion avec violence,
portant sur du matériel électoral et divers autres biens. Destruction volontaire de biens immeubles appartenant à une personne morale de droit public et de biens meubles, notamment du matériel électoral. Incendie et destruction de véhicules appartenant à autrui. Incendie volontaire de moyens de transport public de personnes, de biens immobiliers ainsi que de divers autres biens appartenant à autrui. Pillage de marchandises et de propriétés immobilières. Coups et blessures volontaires. Organisation et participation à un mouvement insurrectionnel. Organisation et participation à une manifestation non déclarée ou interdite. Perturbation de réunion ou d'assemblée. Provocation au crime de meurtre. Apologie de crime de meurtre. Atteinte aux opérations électorales et à l'exercice du droit de vote. Publication et divulgation de nouvelles fausses. L'ensemble de ces faits sont prévus et punis par les articles 3, 8 et 10 de la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme, telle que modifiée par la loi numéro 2018-864 du 19 novembre 2018 et également par les articles 162, 163, 176, 177, 179, 183, 184, 185, 190, 196, 197, 198, 202, 242, 254, 350, 352, 381, troisièmement et quatrièmement, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 485 alinéas 1 et 2, 486, 493 et 495 du Code pénal. C'est le lieu d'indiquer que plusieurs personnes sont déjà détenues. Il s'agit de M. Ndapri Diara Ange Félix, Koudou Yannick Arnaud alias Jaguar, Medvedev Yann National, Kilo Morgan, Baye Diakouri Abdul Karim, Dago Dazier Jean, Wayoro Dreiri Aimé Cyril, alias Mâchoiron du désert, Taou Keneza Venance, alias Le Tché, Ayoub Zenab, Miezan Kwadio Quatrin B. Ngouloué, alias DJ Volcano. Il reste entendu que les procédures déjà ouvertes dans le cadre d'infractions qui ont un lien de connexité avec la présente procédure seront jointes à celle-ci. Dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs personnes ont été interpellées le 3 novembre 2020 au domicile du président Henri Konan Bédié. Il s'agit d'eux. Mesdames et messieurs, Maurice Kakou Dikaoué, Bassi Kofi Bernard, Seribi Nguissan, André Quadio Pierre Narcisse, André Jean-Claude, Ezalé Georges, Kamarate Brahima, Madame Yapo Valérie Yolande, Monsieur Yao Alex Alan Clément, Damois Désiré, Ango Kwaku Casimir, Madame Ndiaye Aminata, Monsieur Bédier Kwaku Marcel, Bédier Kofi Antoine, Andy Daniel,
Yao Kwame Patrick, Joseph Kokura, Madame Esubo Yaba, épouse Été Vinci, Madame Bomo Alice Trinité, Monsieur Blessy Jean Chrysostome et Suibi Goré Émile. Parmi ces personnes, 9 ont déjà été libérés. Il s'agit de Madame Esubo Yaba, épouse Été Vinci, Madame Bomo Alice Trinité, de Monsieur Blessy Jean Chrysostome, Monsieur Suibi Goré Émile, Monsieur Bédier Kwaku Marcel, Bédier Kofi Antoine, Monsieur Andy Daniel, Monsieur Yao Kwame Patrick et Monsieur Joseph Kokura. Plusieurs personnes qui ont participé à cette conjuration et qui sont parvenus à prendre la fuite sont activement recherchées. Il s'agit de M. Pascal Afi Nguessan, M. Abdallah Albert Touakeuse Mabri. L'enquête ouverte permettra d'interpeller toutes les personnes ayant participé à quelque degré que ce soit à cette entreprise criminelle. Cette enquête va s'étendre sur l'ensemble des localités de notre pays où ces faits d'une particulière gravité ont été commis pour en appréhender les auteurs et les complices. Je tiens particulièrement à féliciter les forces de défense et de sécurité qui, dans le cadre du maintien de l'ordre, ont fait preuve d'un grand professionnalisme. Je vous remercie. Merci, Monsieur le procureur. Nous allons commencer par les séries de questions. Nous allons commencer par une première série de questions. Le micro va passer et vous vous présentez et vous posez votre question. Bonsoir, je suis Cabré Yamba de Troy TV. Monsieur le procureur, dans les noms qui ont été cités parmi les personnes interpellées, ne figure le nom du président du CNT. Et si j'ai bien compris, ces arrestations ont un lien avec la création de cette institution que vous avez trouvée parallèle aux institutions de la République. Comment cela s'explique? Ah d'accord. Je remercie M. Cabré de KTV qui a indiqué que, au nombre des personnes interpellées, j'aurais cité le nom du président du CNP. C'est qu'elle a dû mal entendre parce que je n'ai pas cité son nom. Ah ok, d'accord. Donc la question c'était pourquoi son nom n'a pas été cité. D'accord. Et comment on explique cela? Merci beaucoup. Je crois que j'ai bien compris votre question à présent. Vous savez que le procureur de la République, lorsqu'il est saisi d'une infraction, dispose de tous les moyens qui sont sur sa table. Des arrestations, des mandats et autres. Il est clair que le procureur de la République, également, je l'ai indiqué lors de mes précédentes interventions, a l'opportunité des poursuites. Avant d'interpeller quelqu'un, il s'assure que cette personne
eu égard à son âge, eu égard à sa condition physique, peut supporter la détention. C'est pour cela que, ayant l'autorité des poursuites, le procureur n'a pas cru nécessaire de procéder à l'arrestation du président du Conseil national de transition, tel que ça a été annoncé. Donc il n'est pas interpellé, mais ce sont des options dont dispose le procureur qui sont sur la table. Mais comme je l'ai indiqué, le procureur a l'opportunité des poursuites en fonction de la personnalité de la personne qui est mise en cause dans le cadre d'une procédure. Est-ce que ça répond à votre question? D'accord. Bonjour, Thaïs Brook, France 24. Qui sont la première série de personnes que vous avez citées? C'est dans quel cadre qu'elles ont été arrêtées? Qui sont-elles? Est-ce qu'elles appartiennent à un parti politique? La première série, avant les gens du PDCI, s'il vous plaît. Merci. Avant les gens qui ont été arrêtés au PDCI, il y a une première série de personnes que vous avez citées. Qui sont-elles? D'accord. Merci. Évidemment, je ne pourrais pas reprendre leur nom puisque j'ai déjà indiqué. Mais j'ai commencé mon propos en disant qu'il y a eu un appel à la désobéissance civile qui a continué par un boycott et qui s'est terminé avec la création d'un Conseil national de transition. Mais déjà, les premières personnes à avoir été interpellées, on a même, vous le savez bien, on a cité des personnes comme Balé Pluchéry et autres qui, dès le départ, ont lancé des appels à la désobéissance civile. Et on a vu ce qui s'est passé. On a vu plusieurs personnes qui, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, ont commis des actes criminels. Donc toutes ces personnes ont été appréhendées. Elles sont déjà présentées devant des juges d'instruction tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Mais j'ai insisté sur la dernière phase du Conseil national de transition, puisque c'est ce qui nous a permis d'appréhender certaines autres personnes, dont certaines sont déjà avec nous, certaines sont déjà en détention, et plusieurs autres vont être présentées. Il y en a qui sont présentées aujourd'hui même au juge d'instruction. Je ne sais pas quelle sera la position que le juge va adopter, parce que le procureur a la possibilité d'interpeller des personnes durant l'enquête préliminaire, mais c'est le juge d'instruction qui peut les placer en détention. Et donc, on attend ce que le juge va décider pour les dernières personnes qui ont été présentées au juge d'instruction aujourd'hui même. Il reste entendu que le juge d'instruction, comme le procureur, je l'ai indiqué, a plusieurs options sur sa table également. Il y en a pour qui il peut prononcer des contrôles judiciaires puisque notre législation le permet aujourd'hui, mais il y a d'autres pour qui aussi il peut décerner un mandat de dépôt. Mais je ne vais pas vite en besogne. Je peux parler des personnes qui sont déjà en détention, des personnes qui sont activement recherchées, mais les personnes pour lesquelles ou contre lesquelles le juge actuellement est en train de faire l'information, on attendra la fin de l'information du juge, qui les reçoit maintenant pour voir quelle a été la décision prise par le juge. Votre intervention suscite beaucoup de questions maintenant. Nous allons donc prendre 5 questions, une première série de 5 questions, et ensuite on suivra. Bonjour Monsieur le procureur. Je connais Suleiman, je suis journaliste à Kouassi.com. Monsieur le procureur, vous avez dit tout à l'heure que le président Bédié n'a pas été interpellé. Mais qu'est-ce qui explique la présence des forces de l'ordre devant son domicile? Monsieur le procureur, je suis Maxime Quadio, journaliste à l'Infodrome. J'aimerais savoir quelle est la peine qu'encourt M. Pascal Afinguessan et Mabri Touakeuse. Voilà. Est-ce 20 ans ou à perpétuité dans ce cas de figure, participation à un mouvement insurrectionnel? Et aussi, ma deuxième préoccupation, c'est que les mouvements ou les exactions ne sont pas dans un seul camp. Est-ce que de l'autre côté, vous menez des enquêtes? Parce que lors des manifestations, nous avons vu des personnes armées de machettes, d'armes blanches en train de poursuivre certaines manifestations et ça crée des troubles. Est-ce que vous menez des opérations dans ce sens? Merci beaucoup. Merci. Monsieur le procureur, c'est Jérôme Dri pour le côté Nouveau Réveil. Je voulais quand même emboîter le pas à mon confrère par rapport à ceux qui étaient qualifiés comme des microbes. On sait que des personnes ont été prises à Dabou, à Bongouanou et à Daoukro.
Est-ce que ces personnes-là, est-ce que le procureur, ces personnes ont été présentées au procureur ou bon, est-ce que le procureur s'intéresse à ces personnes ou ne s'intéresse pas à ces personnes? On voulait avoir vraiment quelques informations dessus. Merci. 3. Je vous remercie. C'est Clarisse Yapelego de l'Innovation Afrique, magazine économique et politique pour l'Afrique. Monsieur le procureur, les violences qui ont été signalées dans l'arrière-pays sont assez paradoxales puisque la plateforme de l'opposition accuse le pouvoir en place de ces violences et tout de suite vous venez de nous dire que vous incombez cette violence à la plateforme de l'opposition. Alors, qu'est-ce qui justifie ces accusations, monsieur le procureur? Bonjour, Pierre Pinto, RFI. Une question simple, est-ce que des inculpations ont déjà été décidées? Inculpation? Est-ce qu'il y a déjà des inculpations dans ce dossier? Ok. Je suis Félix Théa, distrait du quotidien Notre Voix. Monsieur le procureur de la République, vous avez, parlant de messieurs Afinguessan et Mabri Touakeus, vous avez dit qu'ils ont participé à une conjuration. C'est bien cela? Alors, dans un communiqué au nom du CNT, publié par justement le monsieur Mabri Touakeus, avant-hier, je le cite notamment, le Conseil national de la transition note que certains acteurs de la communauté internationale demandent un retour à l'ordre constitutionnel alors que depuis le 1er novembre 2020, il n'y a plus d'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire, puisque l'ex-président de la République, M. Alassane Ouattara, a librement fait le choix, par ses violations graves et répétées de la Constitution, des lois de la République et des libertés individuelles, de mettre la légalité en vacances. Fin de citation. Alors, avec cette sortie, vous n'avez pas le sentiment que vous, aujourd'hui, en tant que parquet, vous vous laissez instrumentaliser par un pouvoir que ceux-là même qui organisent des manifestations ne reconnaissent plus. Deuxième question, le garde des Sceaux, M. Sassan Kambilé, lorsque le projet de référendum passait à l'Assemblée nationale, il a expliqué, avant l'adoption du texte, il a expliqué que M. Ouattara ne pouvait pas participer, n'était pas éligible, et que les députés pouvaient voter le texte. Et c'est sur cette base que les Ivoiriens ont voté ce référendum. C'est le même ministre qui est là aujourd'hui, au moment où l'élection de M. Ouattara du 31 octobre dernier, qui a suscité des contestations, provoque des troubles graves que nous tous nous déplorons. Vous aujourd'hui, en tant que parquet, en tant que procureur de la République, quand vous engagez des poursuites judiciaires, est-ce que vous n'avez pas toujours le sentiment de vous laisser instrumentaliser par l'exécutif?
Monsieur le procureur, vous pouvez répondre à cette première série de questions. Merci beaucoup. Alors, M. Kone Suleiman de Kwasi.com a posé la question de savoir pourquoi le président Bédié n'a pas été interpellé et puis il y a des forces de l'ordre devant son domicile. Je crois que c'est bien la question. Le gouvernement, à travers le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a déjà répondu à cette question. Mais je vais me faire fort, n'est-ce pas, d'y répondre. Il a été dit ici que l'élection présidentielle s'est tenue. Les résultats étaient en train d'être proclamés. Lorsque certains membres des partis de l'opposition se sont réunis dans un domicile pour annoncer la création d'un Conseil national de transition en indiquant même qui allait diriger ce conseil. Je l'ai dit, c'est un acte de sédition. C'est une atteinte à la sûreté de l'État. Et donc, quand il y a pareil trouble à l'ordre public, il y a d'abord la police administrative. Ça, c'est la base élémentaire du droit administratif. La police administrative fait d'abord son travail qui consiste à rétablir l'ordre public qui est troublé. Lorsque, au moment du rétablissement de cet ordre public, on se rend compte que des personnes qui ont commis des infractions à la loi pénale sont appréhendées, là on parle de police judiciaire. Donc, au niveau administratif, au niveau de la police administrative, les responsables de la police administrative ont la possibilité de mettre fin à l'ordre public qui est troublé. Maintenant, la police judiciaire entame son action. Donc aujourd'hui, j'ai même entendu quelque part quelqu'un parler d'assignation à résidence. Vous savez qu'en la matière, ce sont les autorités administratives et il faut un décret. Pour le moment, à l'état actuel de mes connaissances, je n'ai pas vu de décret qui assigne quelqu'un à résidence. Donc ce qui se passe, comme je l'ai indiqué et le gouvernement l'a déjà dit à travers le ministre de la Sécurité, c'est pour le maintien de l'ordre public qui a été troublé. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, le président Bédié n'est pas en état d'arrestation. Parce que s'il était en état d'arrestation, il allait se retrouver, comme on le dit, avec ceux qui sont en état d'arrestation déjà dans une maison d'arrêt. Ce n'est pas le cas. On ne peut pas parler d'assignation à résidence aussi parce qu'il n'y a pas eu de décret, à moins que quelqu'un ne montre un décret. C'est la police administrative qui permet, comme je l'ai indiqué, de mettre fin aux troubles à l'ordre public. Monsieur Maxime de l'Infodrome a posé la question de savoir quelles sont les peines qu'encourent M. Pascal Afinguissan et M. Mabri Touakeus. Vous savez, je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, que plusieurs partis coalisés dans l'opposition ont d'abord fait un appel à la désobéissance civile. Cet appel-là s'est traduit ensuite par un boycott actif des élections à travers des incendies d'urnes, à travers des voies qu'on a obstruées et qui a entraîné même mort d'hommes parce que des personnes même ont perdu la vie. Ça, ce n'est pas à vous que je vais expliquer ça. Vous êtes des journalistes, vous avez suivi en même temps que nous. En matière pénale, celui qui appelle à la commission d'infraction à la loi pénale, et ces infractions, je vous les ai énumérées, elles vont des plus simples aux plus graves. J'ai également parlé d'actes de terrorisme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi de 2015. Et la loi est éloquente lorsque, dans le cadre d'un pays, parce que les terroristes ne sont pas seulement ceux qui viennent de l'extérieur ou ceux qui ont proclamé tels être des terroristes, non. Ou qui appartiennent à un groupe de terroristes, non. C'est lorsque les actes sont perpétrés dans un cadre bien précis. L'article 3 de la loi de 2015 sur la lutte contre le terrorisme indique bien. Et également, vous le savez, il y a eu plusieurs pertes
en vie humaine, on parle de plusieurs dizaines. Dans tous les cas, les enquêtes qui sont ouvertes pourront permettre de situer exactement. Donc celui qui lance un appel et qui, par conséquence de cet appel, il y a mort d'hommes, il y a des assassinats, il y a des personnes qui ont été brûlées vives dans leurs concessions, il y a la destruction des biens publics et privés, celui-là, il est également responsable de toutes les conséquences au terme de la loi des actes dont il a appelé à la commission. Les faits les moins graves, c'est coups et blessures volontaires. Ça part d'1 mois. Mais il y a également des faits d'actes de terrorisme. L'article 3 de la loi de 2015, modifié par la loi de 2018, parle de peines allant de 10 à 20 années d'emprisonnement. Et les amendes qui vont de 5 millions à 50 millions de francs d'amende. Mais également, lorsque, à l'issue donc des appels, des personnes qui vivaient tranquillement côte à côte ont dû s'affronter au point où il y a eu des morts, des personnes tuées de façon atroce, l'assassinat qui a été commis avec certaines circonstances, évidemment, c'est l'emprisonnement à vie. Donc voilà un peu la pénalité en ce qui concerne ces infractions. Mais évidemment, les peines, vous le savez, c'est le juge de jugement. Pour le moment, nous sommes encore au stade primaire de l'enquête préliminaire et de l'information judiciaire. Il y a également quelqu'un qui a posé la question de savoir, c'est toujours l'infodrome, hein. Les mouvements et actions, les infractions ont été perpétrés dans les 2 camps. En la matière, moi je note, et beaucoup d'Ivoiriens avec moi, qu'avant cet appel à la désobéissance, au boycott, au crime, et à l'instauration d'un Conseil national de transition, je crois que les Ivoiriens vivaient en paix. Je n'avais pas entendu qu'à Dabou, les gens s'étaient tirés dessus, qu'à Toumoudi ou à Daoukro, ou ailleurs, même à Bengourou, que les gens s'étaient entretués. Mais évidemment, c'est une enquête qui est ouverte. Évidemment, lorsqu'il y a ce genre d'appel, il y a des personnes qui entendent et qui passent à l'acte. Il y a d'autres aussi qui peuvent profiter. Vous avez vu que, en plus des destructions des biens, il y a des personnes qui ont trouvé l'occasion tellement belle qu'ils ont fait main basse sur des biens publics et privés. Je l'ai également indiqué, même sur des fausses sommes d'argent. Évidemment, les enquêtes vont pouvoir situer les responsabilités des uns et des autres. Pour le moment, nous sommes encore au stade préliminaire. Et comme je l'ai indiqué, on a su que des gens ont fait des appels. Donc, pour le moment, l'information judiciaire et l'enquête préliminaire se focalisent sur ces personnes. Évidemment, s'il est révélé que d'autres personnes, pour d'autres raisons, ont commis des infractions, évidemment, ces personnes-là ne pourront pas échapper à la répression. Le monsieur du Nouveau Réveil a dit que ceux qu'on qualifie de microbes ont également sévi dans plusieurs villes, Dabou, Toumoudi. Est-ce que le procureur s'intéresse à ces personnes? Bon, au risque de me répéter, je crois que ça rejoint, comme on appelle ça, la première question. Mais relativement au phénomène des microbes, que le gouvernement qualifie plutôt d'enfants en conflit avec la loi. Ça fait quelques années déjà que nous sommes procureurs de la République d'Abidjan, et vous les journalistes, vous êtes témoins, que le champ d'action de ces personnes en conflit avec la loi s'étendait surtout dans la zone d'Abidjan et dans les environs. C'est vrai que ça avait commencé à gagner quelques villes de l'intérieur, mais avec un mode opératoire spécial. Des enfants se mettaient en groupe, simulaient une bagarre et détroussaient au besoin, blessaient et tuaient même des personnes. Mais en l'espèce, j'ai l'impression que l'instrumentalisation est vite faite.
En tout cas, jusqu'à ce que cet appel soit lancé, je n'avais pas entendu que ces enfants en conflit avec la loi commettaient des affrontements communautaires. Si vous en avez des exemples, vous pouvez toujours me dire. Toujours est-il que, comme je l'ai indiqué, une enquête s'intéresse à tous ceux qui ont violé la loi pénale. Alors, Dame Clarisse de Nouvelle-Afrique, les violences signalées l'ont été de tous les côtés. L'opposition accusant le pouvoir en place, est-ce que ça signifie que le procureur ne poursuivra qu'un seul camp? Je crois que si je résume comme ça. Au risque de me répéter, je crois qu'on a répondu plus ou moins à la question. Les Ivoiriens ont toujours vécu en paix, jusqu'à ce que certains partis politiques, même certains leaders politiques qui avaient fait acte de candidature, décident à un moment de ne pas participer à l'élection et plutôt d'appeler d'abord à la désobéissance civile, au boycott, à certaines infractions. Évidemment, on commence toujours par celui dont l'action est visible au départ. Mais c'est une information judiciaire qui est ouverte et qui prendra en considération, comme je l'ai dit, toutes les violations de la loi pénale. Ce ne sera pas un délit de faciès ou de camp. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont appelé, donc incité, tous ceux qui, de près ou de loin, ont posé des actes qui violent la loi pénale, soit pour avoir tué quelqu'un, soit pour avoir détruit des urnes, soit pour avoir brûlé des véhicules, brûlé des bus. Tout cela, la loi pénale s'intéresse à eux, sans distinction. Il n'y a vraiment pas de délit de faciès ou de délit de position, qu'on soit à gauche ou à droite, non. Alors, RFI a parlé de quelles sont les inculpations déjà faites et où se trouve le dossier. Comme je dis, toutes les infractions qui nous ont été dénoncées et les personnes qui ont été donc appréhendées ont été confiées au juge d'instruction. Évidemment parce que ce sont des faits de nature criminelle. Il y a eu plusieurs morts d'hommes, vous l'avez déjà signifié. Donc, en pareille occurrence, le procureur ne peut pas saisir directement le tribunal pour jugement. Il faut absolument que le juge d'instruction puisse faire l'information judiciaire qui va être complétée par la chambre d'instruction qui a le deuxième niveau avant un quelconque renvoi devant un tribunal criminel pour jugement. Alors, le quotidien Notre Voix a indiqué, après plusieurs questions, qu'on a parlé de conjuration. On a parlé également de sédition, d'atteinte à la sûreté de l'État. Je crois que toutes ces infractions se rejoignent. Ça veut dire que des personnes se sont concertées et ont décidé de porter une atteinte grave à la sûreté d'un État. Et il a également dit que dans un communiqué lu au compte du CNT, M. Mabry Touakeuse a fait un certain nombre de déclarations. Écoutez, c'est ce que j'ai dit. J'ai d'abord indiqué que M. Mabry Touakeuse et M. Pascal Affi-N'Guessan sont activement recherchés. Et là, il confirme encore que malgré le fait que certaines personnes aient été déjà appréhendées, malgré la gravité des actes de sédition, des actes de conjuration, on se rend compte que les conjurés continuent encore de tenir des concerts au point de ne pas vouloir s'arrêter. Mais je l'ai indiqué, dès lors que l'infraction est commise, on se retrouve devant la police judiciaire. Et là, c'est en ce moment, c'est le procureur de la République qui les recherche afin de leur faire subir, n'est-ce pas, les rigueurs de la loi pénale. Alors, il a également demandé, est-ce que ce n'est pas une instrumentalisation du parquet?
j'ai indiqué à plusieurs reprises que pour celui qui ne connaît pas le rôle d'un procureur de la République, que c'est celui qui est chargé de rechercher les auteurs de violations de la loi pénale, de rassembler les indices et de les soumettre à un jugement. Ça, c'est le rôle classique du procureur. Alors, est-ce que c'est instrumentaliser le procureur que de saisir le procureur, comme tous les jours d'ailleurs, si ce n'est pas le ministre de la Justice, mais c'est tous les jours les parties plaignantes qui viennent. Moi, j'ai été victime d'une infraction, je veux que justice me soit rendue, soit en saisissant le procureur lui-même, soit en déposant plainte à la gendarmerie ou à la police. Je crois que c'est dans l'ordre normal des choses. Nous avons déploré déjà plusieurs morts. Et on pensait même qu'avec l'arrestation de certaines personnes, on aurait compris que les actes de conjuration, de sédition, interdits donc par la loi pénale, allaient s'arrêter. Mais on se rend compte que ce n'est pas le cas. Mais pour tous ceux qui vont continuer de braver la loi, est-ce instrumentalisé que de faire le travail pour lequel l'État nous paye? Je ne pense pas. Ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est de commettre des infractions à la loi pénale. Mais tous ceux qui commettent des infractions à la loi pénale, ils retrouvent toujours le procureur ou les officiers de police judiciaire devant eux. Parce que le vivre ensemble, c'est pouvoir respecter les lois. Surtout la loi pénale, puisque c'est ça qui conduit à la détention. On peut ne pas avoir peur des lois civiles parce qu'on peut être fortuné. Si toutefois on a une condamnation, on sait que ça va s'exécuter sur les biens. Mais quand on s'en va violer la loi pénale, on sait que la conséquence directe, c'est l'emprisonnement. Si on persiste là-dedans et qu'on ne se fait pas attraper, ça c'est une hypothèse. Mais quand on se fait attraper, ce n'est pas avec la fortune qu'on peut répondre de ces actes au niveau pénal. C'est l'emprisonnement. L'État se saisit de la personne. Donc ça, on ne peut pas... Alors, notre voix toujours a parlé d'une adresse de M. le garde des Sceaux au cours d'un projet à l'Assemblée nationale. Bon, il a bien indiqué la personne, hein, et je pense qu'à tout moment, alors là, à tout moment, il pourra toujours s'adresser à la personne. Mais il ne va pas me demander, moi, à ce pupitre, de venir parler à la place du ministre. Je n'ai pas reçu d'autorisation pour ça. Donc, quand vous allez rencontrer le ministre de la Justice, je crois que vous aurez l'occasion et tout loisir de lui poser la question. Je crois que c'est la dernière pour l'instant. Nous avons les deux dernières questions et après vous allez dire votre mot de fin et nous allons clore cette conférence de presse. Merci. Monsieur le procureur, c'est Jérôme Dri pour le quotidien Nouveau Réveil. Je voulais avoir une précision. Parmi ceux qui ont été arrêtés à la résidence du président Bédié mardi dernier, il y avait un journaliste de PDCI 24. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire lui a essayé de faire mains efforts pour pouvoir obtenir sa libération, mais c'est impossible. Bon, il a eu le malheur d'être là, ce jour-là. Il a eu le malheur aussi de travailler pour une presse proche du PDCI RDA. Est-ce que, devant cet état de fait, nous qui sommes journalistes des journaux proches de l'opposition, devons craindre? Puisque là, il y a un journaliste qui est arrêté, depuis là, l'UNG n'arrive même pas à obtenir sa libération. Est-ce que le procureur peut nous dire que désormais, nous qui travaillons pour les journaux proches de l'opposition, devons craindre par rapport à la police? Merci. Ousouano de cette info. Monsieur le procureur, qu'est-ce qu'on doit retenir ce soir? Que Afin Guessan et Mabou Touaké sont recherchés, que Bédié n'est pas inquiété pour l'heure. Je peux répondre aux questions. Hein. Madame, c'était les deux dernières. Merci beaucoup pour toutes vos questions.
Monsieur Jérôme Ndri du Nouveau Réveil a parlé du journaliste de PDCI 24. Il n'y a pas si longtemps que ça, une poignée de semaines, à l'invitation du Conseil national de la presse, j'ai fait une conférence du Conseil national de la presse et de l'UNESCO. J'ai fait une conférence aux journalistes au Tiama, dans laquelle il était question de métier de journalisme et des infractions. Et on s'était entendu, hein, d'ailleurs on avait parcouru la déontologie des journalistes en disant que c'était une activité qui consistait à recueillir, analyser, à commenter éventuellement, après avoir vérifié et en se conformant à une déontologie des faits qu'on va porter à la connaissance d'autrui. Mais il n'a jamais été dit que le journaliste devait se concerter avec des personnes. Parce que comme je dis, ceux qui ont été appréhendés ne l'ont pas été par délit de faciès ou par métier. C'est des personnes contre lesquelles nous avons des écoutes. Nous avons également des actes, des preuves qu'ils ont posé certains actes. Et comme la loi qui permet de réprimer les infractions en matière d'atteinte à la sûreté, de sédition et de parjuration, pas de quiconque. On peut être journaliste. Et vous le savez bien, le journaliste n'a pas une immunité totale. C'est dans le cas des délits de presse, même dans le cas des délits de presse, il y a un mode de poursuite du journaliste. Mais si on sort des délits de presse et qu'on se rend compte que le journaliste n'a pas posé des actes de journalisme, ou à côté des actes de journalisme, il a posé d'autres actes qui sont infractionnels, ceux-là. On ne pourra pas dire que parce qu'il est journaliste, on ne le poursuit pas. Donc, pour le moment, les faits sont au niveau du juge d'instruction. Je crois qu'on le laisse travailler et par la suite, s'il n'y a rien contre lui, on va aviser. Alors, monsieur de cette info a parlé de ce qu'il fallait retenir ce soir. Je crois que ça a été largement indiqué. Hein. Il y a plusieurs options en ce qui concerne le président Bédié sur la table. On est en train de les examiner, mais il a également parlé de son âge, de sa personnalité, parce que le procureur adapte, à cause de l'opportunité des poursuites, les poursuites aux personnes. J'ai également indiqué que M. Babri Touakeuse, pour lequel un de vos confrères a dit également qu'il a continué de faire des publications appelant à la sédition, tout comme M. Pascal Affi-N'Guessan, sont activement recherchés. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair que cela. Alors, j'ai commencé la conférence par un appel qui a été fait par certains partis d'opposition. Et moi, je voudrais terminer, avec votre permission, par un appel. Mon appel à moi, c'est un appel à la responsabilité, à la pondération et à la modération afin de préserver nos acquis. Et l'un des acquis les plus importants, c'est la paix. Je vous remercie.